Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la correction de la fiche portant sur ce nouveau chapitre d'histoire, l'Europe de la Révolution industrielle. Je vous rappelle que dans ces travaux de correction, vous devez être attentif à avoir d'une part des réponses correctes, exactes, donc premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance, avoir des réponses complètes. Vérifiez bien que vous avez l'essentiel des informations. Troisième point de vigilance, des réponses correctement rédigées, des phrases bien construites, et donc, si nécessaire, recopier la correction de manière à avoir à la fois ces informations, ces exactitudes, et un exemple de phrase correctement rédigée. C'est un travail que vous faites dans le cahier, hein, je vous le rappelle également, et que vous faites à votre rythme. C'est une fiche qui est plus longue, je vous l'avais dit. Par conséquent, vous prenez le temps d'en faire un peu chaque jour. C'est une question d'organisation. Vous êtes capable maintenant, je pense. Vous avez compris en tout cas qu'il faut faire un planning, une organisation sur la semaine, et vous réservez à peu près un quart d'heure, 20 minutes tous les jours pour prendre le temps de bien comprendre ce que nous étudions dans ce chapitre. Alors, je vais aller sur les points essentiels. Je ne vais pas tout reprendre, d'autant que c'est un chapitre très riche. Et en classe, nous aurions pris le temps de développer certains aspects. Ici, je vais vraiment aller à l'essentiel. Vous avez fait la comparaison au début, par la question d'introduction, entre le tableau que l'on voit et qui est visible sur le site du musée du Louvre et la photographie de la page 77, qui nous montre, c'est vraiment important ici d'en prendre conscience, l'ampleur des changements. Changement à la fois dans les moyens de transport, mais aussi dans l'urbanisme, c'est-à-dire la façon dont sont disposées les villes, les immeubles, la largeur désormais des rues, des avenues même. Tout cela, ce sont des changements importants qui montrent le passage en quelque sorte d'un monde à un autre. C'est le passage du monde d'une économie essentiellement agricole à désormais une économie industrielle. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation. Donc là, je prends le temps de bien vous l'expliquer parce que cette comparaison permet vraiment de prendre la mesure du changement de société. Et, point important, ce changement-là, c'est la société dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, en grande partie. Certes, les voitures sont beaucoup plus puissantes, plus écologiques, etc. Certes, nos trains vont plus vite. Certes, il y a l'avion. Mais c'est toujours ce modèle de société qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui pose, malgré, je parlais justement de ces voitures qui polluent moins, il n'empêche que ce modèle a été très polluant, l'est toujours, épuise les ressources de la planète et pose des problèmes, des questions auxquelles nous devons faire face. Et le contexte de l'épidémie, vous le savez, ne va pas cacher longtemps, permettre d'oublier en tout cas qu'il y a des changements bien plus importants à l'œuvre, notamment au niveau climatique. Mais ça, c'est une autre question. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que ce que nous étudions en histoire et en géographie a toujours un lien avec l'actualité et permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous en faisons. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'étudier le passé. C'est pour répondre, pour avoir un modèle de compréhension à travers l'étude du passé, du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en voyant précisément ce qui est semblable et ce qui est différent. Alors, qu'appelle-t-on l'industrialisation de l'Europe ou révolution industrielle? Vous avez vu que le rôle important de la machine à vapeur, j'insiste sur ce schéma qu'il faut lire attentivement, avec également l'émission. C'est pas sorcier, vous avez les premières minutes qui vous expliquent bien en fait comment fonctionne la machine à vapeur appliquée au train. Donc ici, il s'agissait de voir qu'elles sont utilisées notamment dans les usines textiles pour les premiers trains qui vont fonctionner à la vapeur, d'ailleurs pendant un certain temps, pendant longtemps même, les trains électriques, c'est beaucoup plus tardif. Et du coup, ça nous permet de prendre la mesure de l'importance de ces innovations, et notamment de la machine à vapeur, qui est au fondement de la mécanisation, c'est-à-dire le développement des machines, ces machines qui vont permettre d'user d'une force, d'une puissance que ni la force animale ni la force humaine ne permettaient d'obtenir. D'où les transformations en série, en cascade, qui vont avoir lieu. Par ailleurs, cette révolution industrielle transforme le paysage des villes, transforme le paysage des sociétés. C'est ce que vous montre donc la gravure du document page 72 va vous montrer désormais ce qu'est une usine. Et ici, l'objectif est de comprendre comment cette gravure illustre la définition du terme usine. Donc je reviens avec vous. Ici, que voyons-nous? Nous voyons sur cette gravure un nombre de machines très important, réunies dans un même lieu, avec énormément d'ouvriers, d'ouvrières d'ailleurs. Le textile emploie une main-d'œuvre féminine et également des enfants. On voit qu'ici, des enfants travaillent dans les usines. Ça a été le cas pendant au moins la première
moitié du 19e siècle, le travail des enfants n'a pas, hélas, dérangé beaucoup les consciences, enfin du moins certaines si, mais pas toutes en tout cas. Et il a fallu attendre un certain temps avant qu'il soit interdit. Parenthèse fermée, on voit ici qu'on a une gravure qui nous montre, hein, qui correspond en fait à la définition du terme usine. Et ces usines vont se multiplier, vont être de plus en plus nombreuses. C'est ce que justement le document 4, page 81 nous montre, puisque ici vous voyez que dans la ville d'Essen en Allemagne, dans ce qu'on appelle la Ruhr, cette région très industrialisée, encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est une région toujours industrielle en Allemagne, eh bien, nous voyons ici l'importance, le nombre très important des usines, d'où la transformation du paysage des villes, avec ici une cité ouvrière, c'est-à-dire des quartiers réservés au logement des ouvriers, qui par conséquent sont à proximité de leur lieu de travail. Voilà, alors je me rends compte que je prends le temps d'expliquer un certain nombre de choses, par conséquent ça peut parfois rallonger la vidéo, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Ici, nous avons une carte qui nous montre que en Europe se développent par conséquent des régions industrielles, des foyers, et ce n'est pas par hasard. Ces localisations sont déterminées par la présence de ressources, sources d'énergie, mais également sources de matières premières, car le charbon va entrer dans le processus de fabrication de certains métaux. Par conséquent, ce charbon nécessaire au fonctionnement des machines à vapeur va permettre l'installation d'usines de textile, mais aussi de métallurgie. Ces métaux, qui sont utilisés massivement dans, par exemple, la construction des trains, dans d'autres domaines, et par conséquent sont au fondement. Ce sont des industries qui sont au fondement de l'industrialisation des sociétés. Ce sont des industries de base. C'est comme ça qu'on les appelle en économie. Voilà, j'avance, parce que c'est en quelque sorte les points importants du chapitre ici que je suis avec vous, en train de voir. Alors il faut chercher des passages dans le manuel qui illustrent ce que nous montrent ces documents. Donc, il est là, vous voyez si vous êtes d'accord, si vous avez trouvé le même, et sinon vous prenez la correction. Et enfin, on va voir que cette industrialisation a des conséquences économiques considérables, avec, et vous l'avez sans doute vu par vous-même, ici un graphique qui montre la croissance très importante de la production dans certains domaines tout au long du 19e siècle, et pour différents pays. Mais le point commun, c'est que cette croissance est importante, elle est massive, les multiplicateurs sont parfois très impressionnants. Je ne les ai plus en tête, mais si on fait la multiplication, si on regarde par combien est multipliée la production entre le point d'arrivée et le point de départ, on constate dans certains cas que c'est extrêmement important. C'est cela l'industrialisation, c'est tout d'un coup une capacité de production démultipliée. De nouveaux moyens de transport, j'insiste pas, des moyens de transport qui permettent de réduire les distances et donc des conséquences également dans l'économie qui permettent en quelque sorte de réduire les temps de transport et donc les distances, donc un rétrécissement de l'espace d'une certaine manière, et donc des transformations qui vont affecter désormais tous les domaines des sociétés humaines, les villes, les campagnes. Et c'est ce que vous montrent les graphiques de la page 84. Si vous avez pris le temps de bien les observer, vous avez vu par conséquent à quel point la population urbaine augmente. Et là, on fait le lien avec notre chapitre de géographie. On fait le lien car on voit ici que l'urbanisation des sociétés européennes a commencé au XIXe siècle, en particulier le Royaume-Uni. Mais c'est vrai également de ces deux autres pays, même si la France reste jusqu'au milieu des années 1930, un pays majoritairement rural. Il n'empêche que ces transformations-là sont celles qui vont toucher le monde d'aujourd'hui, car nous suivons ce modèle de l'industrialisation, du moins. Et les pays en développement continuent de le suivre, avec les problèmes que cela peut poser, mais ça, c'est une autre question. Voilà. C'est l'exode rural qui explique notamment cette croissance des villes. Donc je vous laisse regarder la définition et les explications. Je ne reviens pas là-dessus. Vous prenez par vous-même la correction. Voilà. Du coup, les sociétés sont transformées. On le voit d'une part parce que les conditions de vie vont être très différentes selon que on appartient à telle ou telle classe sociale, et on voit apparaître une classe sociale ouvrière avec des caractéristiques qui lui sont propres, et notamment des conditions de vie difficiles, des conditions de travail très difficiles, en particulier pour les mineurs, comme le montre l'extrait vidéo du film Germinal. Et puis cet extrait vidéo que je rajoute dans cette correction, qui va vous permettre de compléter sur les conditions de travail, vos informations sur les conditions de travail dans les mines. Et ça, c'est intéressant d'aller voir, même si ici, on a une émission un peu plus ancienne.
Les ouvriers, néanmoins, ne sont pas sans défense. C'est les syndicats qui vont leur permettre de se défendre d'exprimer des revendications pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ces inégalités, on les voit très bien avec les deux graphiques circulaires de la page 82, où vous voyez, hein, je vous laisse lire attentivement, la réponse ici est volontairement détaillée pour vous permettre de bien comprendre comment on peut exploiter deux graphiques qui ont l'air tout simples, mais qui au fond sont très riches en informations, montrent bien que ces inégalités sociales sont renforcées, sont même aggravées, accrues par l'industrialisation des sociétés. Voilà, je n'en dis pas plus. Du coup, si les sociétés ont changé, la manière de réfléchir sur ces sociétés aussi, c'est ce qu'on appelle les idées, les doctrines, hein, c'est-à-dire ces ensembles d'idées qui veulent changer les sociétés, ou en tout cas qui qui proposent des actions, des modèles d'action. On a à la fois le socialisme, qui va être massivement partagé par les ouvriers, pas seulement bien sûr, mais par tous ceux qui veulent en tout cas une transformation de ces sociétés dans le but d'une réduction des inégalités que l'on vient de constater et d'un partage des biens, des moyens de production. Au contraire, ceux qui sont plutôt dans le camp des gagnants, en quelque sorte, ceux qui bénéficient de cette industrialisation, hein, donc les classes sociales plutôt dirigeantes, bourgeoises, vont partager un regard inspiré du libéralisme économique, qui considère qu'il ne faut pas de contraintes, pas trop de réglementation, qu'il faut valoriser la liberté d'entreprendre, et puis qui vont se retrouver également dans ce qu'on appelle le capitalisme, c'est-à-dire au fond ce qui est en place à ce moment-là, et encore aujourd'hui, soit dit au passage, à savoir que le but de l'économie est d'assurer la recherche du profit pour ceux qui peuvent investir dans les usines et qui peuvent ainsi faire fructifier les capitaux qu'ils investissent. Voilà, donc vous voyez que c'est des choses que vous connaissez, puisque c'est le monde, encore une fois, c'est les grands principes économiques du monde dans lequel nous sommes, et que certains, vous comprenez, par conséquent, veulent changer, du moins réformer. Enfin, dernier point, la population européenne est très importante. Au XIXe siècle, il y a une forte croissance qui se traduit notamment par une émigration importante dans les colonies, en particulier, celles qu'on va appeler de peuplement, les nouveaux territoires colonisés, les nouveaux pays, en Amérique en particulier, les États-Unis, le Canada, etc. Je n'insiste pas, je ne vais pas détailler ce point-là. Ça nous permet de faire une révision à nouveau de géographie, vous voyez, et vous de bien vous rappeler la différence entre émigration et immigration. Je n'insiste pas davantage. Voilà, donc je vous laisse prendre le temps par conséquent de bien comprendre tous les points de cette fiche qui va à l'essentiel, hein. En classe, on aurait pris plus de temps et on aurait développé davantage. Mais vous avez là l'essentiel. Vous faites le QCM ensuite, après, hein, de manière à vérifier que vous avez compris, hein, ce qu'il faut ici retenir. Bon courage par conséquent, bon travail et à bientôt. Au revoir.